Aujourd'hui, nous allons examiner 4 affaires du 19e siècle, la première venant des États-Unis. Lena Marilla Brewster est née le 5 juin 1877 et a grandi à la campagne, près de la petite ville de Huntingdon, dans le comté de Chittenden, au Vermont. Elle a été baptisée Lena Marilla, mais tout le monde l'appelait Mildred. Elle était la plus jeune de 4 enfants. 2 garçons et 2 filles, bien que, malheureusement, sa sœur soit décédée lorsque Mildred était enfant. Son père, Monsieur Wesley Brewster, était un homme très riche, ayant amassé une fortune dans l'agriculture. Mais la vie de Mildred n'était pas facile. Sa mère est décédée en 1892, alors que Mildred n'avait que 15 ans, et cette perte sembla l'affecter profondément. Elle fut envoyée étudier au lycée de Burlington, mais après avoir terminé ses études, elle retourna dans sa ville natale de Huntingdon, où elle trouva un emploi comme enseignante. Cependant, ne tenait pas en place et aspirait à une vie plus aventureuse. Déterminée à chercher de nouveaux horizons, elle se rendit à Montpellier, la capitale du Vermont, où elle trouva du travail auprès de la famille de Monsieur S. C. Shirtliff. Au début de 1896, elle quitta son emploi et alla travailler dans un hôtel de la ville de Northfield, avant de retourner à Montpellier, où elle prit une chambre dans la pension de Monsieur John F. Goodenough. Elle trouva un emploi de couturière dans une entreprise nommée Leyden et Campbell, où elle s'immergea dans l'art de la conception de vêtements. Durant son séjour à la pension, elle recevait la visite d'un jeune homme nommé John Wheeler. Il était originaire du Canada, mais était venu en ville avec sa mère et son frère et travaillait comme tailleur de granit pour l'entreprise Fraser et Bradford. Quelques mois plus tard, lui aussi prit une chambre à la pension. Les deux semblaient être assez proches. Cependant, à l'insu de Mildred, John était en réalité fiancé à une autre femme nommée Annie Wheeler, leur nom de famille commun n'étant qu'une coïncidence. Mademoiselle Annie Wheeler était réputée dans la région pour sa beauté, son aisance et son élégance. Avec son sourire radieux et sa douceur, elle dégageait un charme qui semblait enchanter tous ceux qui croisaient son chemin. Elle travaillait comme domestique dans la maison de Monsieur C.E. Bugby, qui possédait une grande propriété sur Liberty Street. Mais elle avait grandi à East Montpellier, dans la ferme de ses parents. C'était une famille respectable et, bien qu'ils ne soient pas particulièrement riches, ils avaient été décrits comme aisés. John avait demandé à Annie si elle voulait l'accompagner aux célébrations du jour de la décoration à la fin du mois de mai dans la ville voisine de Barret. Et, bien sûr, elle avait accepté. Cependant, lorsque Mildred Brewster apprit que Mademoiselle Wheeler accompagnerait John, elle en fut très mécontente, à tel point qu'elle décida d'en parler directement à la jeune femme. Le samedi 29 mai, elle se rendit directement à la maison où vivait Mademoiselle Wheeler et exigea qu'elle laisse John tranquille. Dans une sorte de supplication étrange et désespérée, Mildred lui dit qu'elle était avec John et que si elle ne cessait pas de le voir, elle le tuerait. Il semblait que ces paroles étaient teintées de désespoir et d'une peur profonde de perdre l'homme qu'elle croyait aimer. Bien qu'Annie sache que John était fiancé avec elle, elle écouta ce que Mildred avait à dire, surtout lorsque Mildred affirmait être également fiancée avec lui. Les deux jeunes femmes choisirent de parcourir le demi-mile en ville jusqu'à la pension de Monsieur Goodenough pour affronter Monsieur Wheeler. Elles marchaient côte à côte, partageant un parapluie, leur conversation chargée d'une tension non dite. Le chemin les mena dans les rues universitaires, devant le cimetière et vers la pension nichée le long de l'avenue Sibley. Soudain, alors qu'elles étaient tout près de leur destination, Mildred sortit un revolver et, le pointant directement sur la tête d'Annie, tira, la touchant juste sous l'oreille. Le bruit du coup de feu brisa le silence de la journée alors qu'Annie s'effondrait au sol. L'ayant mortellement blessée, Mildred tourna alors l'arme contre elle-même et tira, un acte désespéré, né de l'angoisse et du désespoir. Ceux qui furent témoins de la tragédie en cours se rassemblèrent rapidement sur les lieux, parmi eux John Wheeler et son frère. Les femmes inconscientes furent emmenées à la pension de Monsieur Goodenough avant l'arrivée de la police et des secours médicaux. De là, elles furent toutes deux transportées à l'hôpital Eaton. Les médecins tentèrent vaillamment de sauver Annie, mais ses blessures étaient trop graves et le même après-midi, elle mourut. Mildred était encore en vie, mais les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle survivrait. Le shérif Bancroft se rendit à la pension où Mademoiselle Brewster résidait. Il fouilla sa chambre et trouva dans un tiroir une boîte de cartouches cassée ainsi qu'une note, soigneusement écrite et signée par Mademoiselle Brewster. Il la lut, notant les détails subtils qui laissaient entrevoir le tumulte émotionnel que la jeune femme avait enduré.
Tout ce qu'il trouva serait examiné comme preuve potentielle. Mildred Brewster reprit conscience, mais lorsque les infirmières s'occupèrent d'elle, elle cria « Oh, pourquoi n'ai-je pas pu mourir ?» Le corps d'Annie fut ramené chez ses parents à l'est de Montpellier, où les funérailles eurent lieu seulement quelques jours plus tard. L'événement solennel attira une foule nombreuse de personnes en deuil, venues rendre hommage à la jeune fille populaire de 17 ans. Monsieur John Wheeler était profondément en deuil. Certains de ceux qui le connaissaient le mieux se demandaient si, dans sa tristesse, il cherchait du réconfort et la rédemption avec regret et chagrin. Alors qu'il faisait face aux conséquences de ses actes, la police commença une enquête. Il semblait que la jalousie envers la relation d'Annie Wheeler avec monsieur John Wheeler, un jeune homme avec qui Mildred pensait être fiancée, l'avait poussé à commettre le meurtre. Mais les enquêteurs ont commencé à découvrir qu'il y avait plus à savoir sur mademoiselle Brewster, âgée de 20 ans. 2 semaines avant la fusillade, elle avait en fait perdu son poste chez Lydon et Campbell, et elle avait dit à ses amis qu'elle retournerait à Huntingdon pour vivre avec son père. Des témoins ont raconté comment Mildred s'était rendue à Barry pour acheter le revolver et avait surveillé l'arsenal la veille de la fusillade. On pensait qu'elle attendait que John sorte de l'entraînement de tir, peut-être parce qu'elle prévoyait de lui tirer dessus. Cependant, lorsqu'il a terminé, il est parti en compagnie d'amis, ce qui expliquerait pourquoi Mildred est plutôt retournée à la pension. Des connaissances de Mildred ont plus tard admis qu'elle leur avait confié son intention de faire du mal à John Wheeler. Pourtant, ils ont ignoré ces paroles, les voyant comme les frustrations passagères d'une jeune femme désabusée. L'affaire a vite pris une ampleur médiatique. Monsieur Wesley Brewster veillait au chevet de sa fille, et les médecins donnaient chaque jour des nouvelles de son état. Chacune de ces mises à jour était ensuite publiée dans les journaux. Bien qu'elle soit consciente et puisse parler, le personnel médical n'a pas réussi à retirer la balle de sa tête et les médecins doutaient de sa survie. Si elle survivait, elle ferait face à une grave accusation de meurtre avec préméditation. À la fin du mois de juin, les médecins ont annoncé qu'ils pensaient que mademoiselle Brewster survivrait à sa tentative de suicide. Cependant, elle est restée de nombreux mois à l'hôpital pendant que la police enquêtait sur le crime. Et un dossier a été monté contre elle pour avoir tiré sur mademoiselle Annie Wheeler, son procès étant prévu pour novembre 1897. Son avocat de la défense, M. William Allord, a d'abord plaidé non coupable, cependant ce plaidoyer a rapidement été retiré car il a plutôt contesté l'acte d'accusation. Son argumentation provenait de la présence d'un sténographe lors des délibérations du grand jury, ce qu'il considérait comme irrégulier et potentiellement préjudiciable à la cause de sa cliente. L'affaire a été portée devant la Cour suprême de l'État, qui s'est réunie en janvier 1898 pour statuer sur cette question cruciale. Bien que Mildred soit alitée à l'hôpital en raison de sa convalescence, les deux équipes juridiques ont convenu de tenir la séance dans sa chambre d'hôpital. Ainsi, depuis son lit, Mildred a écouté attentivement les arguments juridiques présentés devant les juges. Au mois de mars, la Cour suprême a rendu sa décision, ne trouvant aucun motif pour invalider l'acte d'accusation. Et par conséquent, le procès de Mildred a été ajourné et renvoyé à une date ultérieure, prolongeant ainsi la procédure judiciaire et ajoutant à l'incertitude entourant son sort. Le procès de Mildred Brewster a finalement commencé le 4 avril 1898 à Montpellier. L'affaire suscitait un vif intérêt et la salle d'audience était comble. Mildred était désormais jugée apte à assister au procès et avait reçu un fauteuil à bascule pour s'asseoir. Au cours de la procédure, Mildred a plaidé non coupable pour cause de folie. Cependant, l'argument de l'État est resté ferme et sans équivoque. Mildred Brewster avait appuyé sur la gâchette, des preuves suggérant une planification minutieuse. L'achat d'un revolver par Mildred avant les événements tragiques associés aux témoignages de témoins l'ayant vu s'entraîner au stand de tir le matin fatidique dressait un tableau convaincant de préméditation. Cependant, tout au long du procès, la défense a construit un dossier solide en présentant une série de témoignages qui mettaient en avant l'instabilité émotionnelle de Mildred et montraient des exemples de comportements erratiques. Ses amis et sa famille ont partagé des observations sur ses sautes d'humeur rapides et ses actions étranges, comme le fait de s'isoler dans sa chambre et de parler de ses pensées d'automutilation. De plus, ils ont apporté des éclaircissements sur une possible prédisposition génétique aux problèmes de santé mentale au sein de sa famille.
Ils ont déclaré au tribunal que le grand-père maternel de Mildred s'était donné la mort en se tranchant la gorge dans un accès de folie. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux Jeanne, s'il avait su. Vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Le père maternel de Mildred a également été déclaré fou. 2 de ses grandes tantes, du côté de son père, ont fini leur jour dans un établissement et le cousin de son père, nommé Peter Crane, est mort dans un asile d'aliénés. Le moment clé de la défense est venu avec le témoignage du docteur F.W. Page, dont l'examen approfondi de Mildred a conduit à la conclusion, exposée dans un rapport détaillé de 4000 mots, qu'elle souffrait de maladie mentale et n'était pas responsable de ses actes. Dans ses conversations avec Mildred, le docteur Page avait perçu le tumulte qui régnait en elle, et, contrairement au récit de l'accusation, elle lui avait révélé que l'achat du revolver n'était pas un acte de violence prémédité contre Annie Wheeler, mais plutôt une réaction désespérée à la trahison qu'elle ressentait de la part de John Wheeler. Elle raconta comment ses assurances d'amour et d'engagement avaient nourri ses espoirs de mariage, pour être ensuite anéanties lorsqu'elle découvrit son union imminente avec une autre femme. Cette révélation de ses promesses non tenues la plongeait dans un profond désespoir, la poussant à envisager des mesures drastiques dans les affres du chagrin. Cet enchevêtrement d'émotions mettait en évidence l'impact profond des actions du jeune homme sur l'état mental fragile de Mildred. Bien que John Wheeler ait auparavant nié toute relation amoureuse avec Mildred, les témoignages laissaient entendre une relation plus étroite. Madame Goodenough, la logeuse de l'accusé, a déclaré au tribunal que Mildred avait une chambre dans leur pension et que, depuis 1896, John Wheeler était un visiteur fréquent. Elle pensait qu'il voyait Mildred au moins 3 fois par semaine. Elle a ajouté qu'elle les voyait toujours agir comme des amoureux. Cependant, elle a précisé qu'après le retour de Mildred d'une visite à Huntingdon, elle était très mince et pâle, et en retirant les draps du lit, elle avait remarqué une grande tache de sang sur le matelas. Il y avait aussi une odeur étrange dans la chambre. Madame Goodenough a ajouté que le couple se disputait souvent, mais finissait toujours par se réconcilier. Par la suite, Monsieur Juan Coyenis, un proche des deux, Mildred et John, a révélé plus de détails sur leur relation. Il a raconté comment John s'était confié à lui, exprimant des regrets au sujet des promesses faites à Mildred et laissant entendre qu'il était prêt à l'épouser, s'il n'était pas également avec Annie Wheeler. Monsieur Coenis a délicatement laissé entendre un tournant des événements préoccupants, suggérant que Mildred s'était retrouvée dans une situation difficile et avait cherché une aide médicale, possiblement pour des questions liées à une grossesse. Par son témoignage, il a mis en lumière la complexité des liens émotionnels entre Mildred Brewster et John Wheeler, suscitant l'empathie du tribunal pour les défis auxquels il faisait face, au milieu des attentes sociales et des luttes personnelles. Monsieur Warren Morse, un menuisier de Burlington, a témoigné devant le tribunal au sujet de sa connaissance de mademoiselle Brewster depuis ses années d'école. Il s'est souvenu de moments où ils partagèrent des repas ensemble, notant que, bien qu'elle puisse parfois être agréable et amicale, il arrivait aussi qu'elle reste silencieuse pendant des jours entiers. Cette observation a été corroborée par monsieur Eugène Cooney,
qui a également témoigné avoir observé de longues périodes de silence de mademoiselle Brewster qui pouvaient durer jusqu'à une semaine. Il a en outre décrit son attitude pendant ces périodes comme froide, peu amicale et absente. Tous ces témoignages ont renforcé l'affirmation de la défense selon laquelle la prévenue était effectivement atteinte de troubles mentaux. Dans un témoignage poignant, le père de Mildred, M. Wesley Brewster, a raconté l'histoire familiale à la cour. Il a précisé que Mildred était la benjamine de ses 4 enfants et mentionné les difficultés de son épouse avec la maladie mentale, soulignant la vulnérabilité de la famille face à ces troubles. De plus, il a partagé des observations sur le comportement particulier de Mildred, notant que jusqu'à l'âge de 9 ans, elle manifestait des attitudes qui s'écartèrent de la norme. Vers l'âge de 15 ans, elle souffrait de crises de larmes fréquentes et nourrissait des pensées d'automutilation. Il a ajouté que, durant les mois passés avec elle à l'hôpital, elle le suppliait de lui apporter du chloroforme pour se suicider. Malgré ces épisodes éprouvants, il a raconté des moments de compassion où elle exprimait des remords et lui assurait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tirer sur mademoiselle Annie Wheeler. Ce témoignage a permis au tribunal de comprendre l'enfance difficile de Mildred et ses luttes intérieures. John Wheeler a témoigné. Il a dit connaître Mildred Brewster depuis plus de 2 ans et lui rendre souvent visite dans diverses pensions. Bien qu'il ait déclaré à la police n'avoir jamais eu de relation avec elle, lorsqu'il a été interrogé sous serment, il a admis avoir eu des relations intimes avec elle et que cette intimité durait depuis un certain temps. Il a ajouté qu'il connaissait mademoiselle Wheeler avant d'avoir rencontré mademoiselle Brewster et qu'il avait parlé à mademoiselle Brewster de ses fiançailles avec Annie. Interrogé sur sa réaction, il a dit qu'elle était très mécontente, ajoutant qu'il n'avait jamais été fiancé à mademoiselle Brewster. Au contre-interrogatoire, on a demandé à monsieur Wheeler s'il savait que mademoiselle Brewster avait été enceinte. Il a répondu qu'il l'ignorait. Cependant, lorsqu'on a insisté, il a dit savoir qu'elle était partie, mais n'avoir jamais été sûr de la raison qu'elle lui avait donnée. Mais la défense a suggéré à M. Wheeler que Mildred s'était retrouvée dans une situation difficile et avait cherché une assistance médicale, peut-être pour des questions liées à une grossesse. Mais le témoin a été évasif dans ses réponses. L'accusation a tenté de contester l'affirmation de la défense selon laquelle Mildred était folle en présentant des témoins qui ont attesté de la stabilité mentale de la famille Brewster. Cependant, malgré leurs efforts pour présenter Mildred comme saine d'esprit, la complexité de l'affaire persistait, laissant au jury le soin de peser soigneusement les preuves lors de ses délibérations. Le procès a duré 32 jours et lorsque le jury est parti délibérer, il l'a fait pendant 18 heures avant de revenir le lendemain pour déclarer l'accusée, mademoiselle Mildred Brewster, non coupable pour cause de folie, bien que monsieur Wesley Brewster n'ait pas pu dissimuler ses sentiments. En entendant le verdict, Mildred a accueilli la nouvelle avec la même indifférence qui avait caractérisé son comportement tout au long du procès. Elle a ensuite été internée à l'asile d'État pour aliénés de Waterbury. Mildred a passé la décennie suivante à l'asile, où les évaluations de son état mental par le personnel étaient incohérentes. En 1908, elle a brièvement connu la liberté lorsqu'elle a été placée sous la garde d'une amie d'enfance pour être réadmise à Waterbury peu de temps après. Encore 8 années se sont écoulées en institution avant qu'elle ne soit à nouveau libérée, cette fois sous la tutelle d'une infirmière qui s'était déjà occupée d'elle. Escortée par un shérif, Mildred a traversé le pays jusqu'à Seattle, où elle a résidé jusqu'à sa mort le 27 avril 1942 à l'âge de 64 ans. Pour le deuxième cas, nous allons en Angleterre. Mary Cochrane est née dans la ville anglaise de Leeds, dans le comté anglais du Yorkshire en 1855. Son père, Richard, était marchand de légumes et ouvrier, tandis que sa mère, Catherine, s'occupait des enfants à la maison. Les parents de Mary étaient originaires d'Irlande, mais ils sont venus en Angleterre en 1850 et se sont mariés à Leeds la même année. Au début de leur mariage, ils se sont retrouvés à habiter au Widdowston's Yard. Ils vivaient avec d'autres immigrés irlandais, tous déterminés à s'intégrer en Angleterre après avoir quitté l'Irlande. Malgré les difficultés auxquelles ils faisaient face, les Cochrane restaient fermes dans leur foi catholique romaine, et bien qu'ils aient des difficultés financières, ils étaient considérés comme une famille respectable. Cependant, ce n'est qu'après l'adoption de la loi sur l'éducation de 1870 que tous les enfants âgés de 5 à 13 ans ont été obligés d'aller à l'école.
Les parents de Mary ont pris l'initiative de s'assurer que tous leurs enfants reçoivent une instruction. Lorsque la sœur cadette de Mary est venue au monde en 1865, Mary maîtrisait déjà la lecture et l'écriture, des compétences inestimables. Et lorsque son frère Michel est né en 1868, elle avait déjà commencé à travailler et à contribuer au bien-être financier de sa famille. À l'âge tendre de 15 ans, elle se retrouva ouvrière dans une filature, un travail à la fois exténuant et périlleux pour quelqu'un d'aussi jeune. Elle était cependant une bonne ouvrière, ce qui témoignait de sa résilience face à de telles difficultés. En 1876, elle épousa Thomas Fitzpatrick à la chapelle Saint-Patrick de Leeds. Comme Marie, il venait d'une famille qui était venue en Angleterre depuis l'Irlande. Au cours des années suivantes, elle donna naissance à 2 enfants. Pourtant, alors que le poids de la maternité pesait sur les épaules de Marie, elle chercha du réconfort dans l'étreinte anesthésiante de l'alcool. Et cela semblait créer une ombre au-dessus d'elle, une ombre qui paraissait s'alourdir de jour en jour. En 1879, les conséquences sévères de ses choix devinrent indéniables lorsqu'elle se retrouva condamnée à 7 jours de prison pour son implication dans un incident tumultueux. Les échos de cette punition allaient d'y résonner dans les années à venir, puisqu'elle dut faire face à d'autres peines. 4 mois de prison pour le vol d'une flanelle et 2 mois de plus pour avoir volé des mouchoirs. Au fil de l'année 1880, la vie de Marie entama un nouveau chapitre de tourments. En juin, elle comparut devant les tribunaux de l'arrondissement de Dewsbury, accusée d'avoir obstrué un trottoir. Bien qu'il s'agisse d'une infraction mineure, c'était un ajout de plus à sa liste croissante d'ennuis judiciaires, qui semblait toujours compliquer sa vie. Le tribunal lui infligea une amende de 5 shillings, ainsi que des frais supplémentaires, aggravant encore ses ennuis. En juin de cette année-là, sous le pseudonyme de Mary Cochrane, elle se retrouva de nouveau devant le tribunal, cette fois dans la ville de York, alors qu'elle risquait une condamnation pour une infraction plus grave, le vol d'une écharpe et d'un chapeau. Cette fois, elle a été condamnée à 2 mois de prison, mais une fois libérée, elle est retournée à ses anciennes habitudes. Elle a été découverte sur les lieux d'un vol et, bien qu'arrêtée et inculpée, cette fois elle n'a pas été condamnée. Néanmoins, cela a marqué le début de la surveillance policière. Et en septembre 1880, elle a de nouveau été appréhendée, cette fois pour avoir été considérée comme une personne suspecte. Malgré ses démêlés avec la police, Mary a réussi à éviter la prison pendant 1 an ou plus. Cependant, les bouleversements de sa vie avaient eu des répercussions sur son mariage, et en 1881, il s'était complètement effondré. Son mari, Thomas, ayant eu assez de son comportement hors la loi, décida de la quitter et traversa l'océan Atlantique pour commencer une nouvelle vie en Amérique. Suite à cela, Mary poursuivit sa routine quotidienne, faisant preuve d'une résilience inébranlable. Elle travaillait et s'adonnait à l'alcool en permanence, ayant l'impression que le regard vigilant de la loi était toujours posé sur elle. Néanmoins, elle parvint habilement à éviter les ennuis ou à échapper à la capture, car au cours des mois suivants, elle ne fut jamais appréhendée. Mardi, le 15 août 1882 était un jour du Hunslet Festival. Cet événement pittoresque était une source de joie simple et d'impatience pour toute la communauté. Les enfants se réjouissaient dans des activités ludiques, tandis qu'une fanfare emplissait l'air de mélodies joyeuses. Pendant ce temps, pour beaucoup, l'occasion offrait une excuse pour fréquenter les pubs voisins et savourer une journée de détente. Et comme la plupart des gens à Hunslet, Mary a participé aux célébrations. Le festival a eu lieu à Penny Hill, et un jeune homme qui a également participé aux festivités s'appelait James Richardson, qui y est allé avec un ami nommé James Ramsden. Comme c'était un jour de fête et de réjouissance, James Richardson a mis ses plus beaux vêtements, y compris sa montre en argent, sa chaîne de montre et une chaîne en or. Les heures s'écoulaient, comme les boissons qu'il consommait, et alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, les effets de leur ivresse devenaient évidents. Les 2 hommes étaient impassablement ivres. On ne sait pas exactement à quelle heure Mary Fitzpatrick a rejoint la fête, mais elle a été vue avec James Richardson. Et alors que l'horloge approchait de 22h30, ils se tenaient tous les deux devant le George Carr Inn. James avait un verre à la main et se tenait dans le passage faiblement éclairé, et Mary était tout près. Lorsqu'il est parti, elle l'a suivi. James, chancelant et articulant difficilement à cause de l'alcool, a commencé à s'appuyer sur le bras de Mary. Ils ont marché le long des rues de l'église,
se dirigeant vers le vieux barrage du moulin de Hunslet. Le samedi 19 août, une découverte macabre a provoqué une onde de choc à Hunslet. Le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé dans les eaux troubles du vieux barrage du moulin, le long de la rivière Aire. Les autorités ont transporté le corps à l'auberge Wellington dans l'espoir qu'il puisse être identifié rapidement après. Il a été confirmé que le défunt était monsieur James Richardson, un homme du coin de 24 ans qui travaillait comme fabricant de bouteilles en verre. Une autopsie a suivi, révélant des découvertes glaçantes. Elle a indiqué que son décès était survenu entre la nuit de mardi, le 15 août qui était celle du festival de Hunslet, et le jour où son corps a été retrouvé, l'autopsie a également confirmé qu'il était décédé avant d'être immergé dans l'eau. La communauté soudée a été profondément bouleversée par le décès prématuré de M. Richardson, un jeune homme de seulement 24 ans qui était un employé très estimé de la verrerie de Hunslet, située sur South Accommodation Road. Alors que la triste nouvelle de sa mort se répandait, les autorités locales ont lancé une enquête. Ils se sont focalisés sur la reconstitution des derniers déplacements du défunt. Au cours de leur enquête, le nom de Mary Fitzpatrick a commencé à apparaître. Ils avaient été aperçus ensemble dans 2 pubs différents. Un exemple notable était au Tabs Public House, un établissement généralement réservé aux hommes de la classe ouvrière. Fait intéressant, un témoin qui avait vu Mary au bar a informé la police qu'elle ne semblait pas être en état d'ivresse. Cela a éveillé des soupçons quant à savoir si la présence de Mary dans l'établissement était motivée par autre chose que le simple plaisir, peut-être dans l'intention de cibler une personne en particulier pour un vol. Plus tard, Mary avait encore été vue partageant des verres avec James Richardson. Un serveur nommé Samuel Holdsworth a fourni une déclaration à la police confirmant qu'il avait vu M. Richardson et Mme Fitzpatrick dans le couloir du George IV Inn. Selon lui, tous deux étaient en train de boire, et il a remarqué que Mme Fitzpatrick avait suivi M. Richardson lorsqu'il est parti. Il a dit qu'alors qu'ils avançaient le long de Church Street, elle lui a proposé son aide. Cependant, il ne pouvait pas être certain qu'ils s'étaient déjà parlé auparavant. Dans un rebondissement particulier, le frère du défunt, M. William Richardson, a déclaré l'avoir vu à 23h30 cette même nuit, sur Balm Street, un endroit rempli de souvenirs d'enfance, car c'est une rue où ils ont vécu lorsqu'ils étaient enfants. Ce fut la dernière fois que M. James Richardson a été vu, car il n'a jamais été revu vivant. Les autorités ont rapidement arrêté Mary. Ses rencontres avec les forces de l'ordre étaient loin d'être rares. Lors d'une fouille rapide de sa propriété, ils ont découvert un reçu de prêteur sur gage de Thornton, situé à Kirkgate à Leeds, daté du 19 août, concernant un gage pour une chaîne en or. Fait intriguant, elle avait utilisé le pseudonyme Mary Moshin et donné l'adresse 4 Spring Street, affirmant que le nom de son mari était Monsieur Thomas Mochin. Des enquêtes supplémentaires ont révélé que, le 21 août, une femme non identifiée avait mis en gage la montre et la chaîne de l'homme décédé dans le même magasin de prêt sur gage. Curieusement, le lendemain, Mary était retournée au magasin de prêt sur gage pour demander des fonds supplémentaires contre la chaîne, expliquant que son mari avait été arrêté et condamné à une amende, donc qu'elle avait besoin de plus d'argent. Mary, cependant, soutenait que M. Richardson lui avait donné la montre la nuit du festival de Hunslet, et insistait sur le fait que les circonstances dans lesquelles elle avait acquis la montre, la chaîne et le cordon étaient entièrement innocentes. William Richardson a formellement identifié les objets comme appartenant à son défunt frère. Il a fourni d'autres preuves en présentant un manuel contenant le numéro de série de la montre. William a également informé la police que son frère avait quitté la maison ce jour-là en portant une bague en or et avec un mouchoir en soie dans sa poche. Aucun de ces objets n'avait été retrouvé. Lors de son premier interrogatoire, Mary a demandé quelles étaient les accusations portées contre elle, éveillant involontairement des soupçons quant à son lien avec la mort de M. Richardson. À ce moment-là, cependant, elle n'avait pas encore été officiellement inculpée et a été relâchée en attendant la poursuite de l'enquête. Au lieu de rentrer chez elle, Mary a choisi de se cacher. Sa fuite s'est avérée de courte durée, car un détective nommé Easby l'a retrouvée avec succès, la localisant dans la ville de Hull. Et le 9 septembre, il l'a escortée jusqu'à Leeds, à une distance d'environ 110 km.
À son retour à Hunslet, Mary a été confrontée aux graves accusations de meurtre, avec préméditation et de vol. 2 jours plus tard, au tribunal de police de Leeds, elle a été officiellement inculpée, ou, malgré la gravité émotionnelle de la situation, elle a plaidé non coupable. Reconnaissant la complexité de l'affaire, le tribunal a ordonné qu'elle reste enfermée 1 semaine de plus afin de permettre la collecte de nouvelles preuves et la réunion d'informations supplémentaires concernant les accusations portées contre elle. Le lundi 18 septembre, Mary comparaît de nouveau à la mairie, où cette fois elle fait face à des accusations différentes, mais tout aussi graves. Elle a été accusée de meurtre avec préméditation et de vol des biens de l'homme décédé. À peine 2 jours plus tard, dans les murs solennels de la mairie de Leeds, Mary fait de nouveau face à des accusations officielles. Ces nouvelles accusations incluaient désormais le vol et le dépôt en gage de la montre et de la chaîne, ainsi que le meurtre avec préméditation. Par la suite, une enquête a eu lieu au Wellington Inn à Hunslet, le jeudi 26 septembre. Au cours de l'enquête, le coroner du district de Leeds, le Dr Groves, a noté la présence de blessures à la tête de l'homme décédé. En conséquence, le tribunal a convenu qu'un verdict de meurtre avec préméditation était justifié, en lien avec la mort de James Richardson. Mary a ensuite été transférée à la prison d'Armley pour attendre son procès. Le procès a commencé le samedi 4 novembre 1882 lors des assises d'hiver du Yorkshire au château d'York. Sir Henry Hawkins était le président de l'audience, et les journaux rapportaient qu'il était devenu connu sous le nom de Hawkins le pendeur, en raison de sa participation à de nombreux procès pour meurtre, dont beaucoup s'étaient terminés par le prononcé de la peine ultime, la peine de mort. Les preuves contre Mary n'étaient en aucun cas concluantes, mais l'accusation a pu la placer en compagnie de James Richardson la nuit où il a disparu. Elle avait aussi été vue marchant avec lui sur Church Street et avait mis en gage sa montre, sa chaîne de sûreté et sa chaîne. Un homme nommé Benjamin Ryan, qui avait déjà travaillé avec monsieur James Richardson, a déclaré devant le tribunal qu'il avait été avec lui la nuit du festival de Hunslet. Ils sont restés ensemble jusqu'à environ 21h50. Lorsque monsieur Ryan a quitté l'Exchange Inn pour rentrer chez lui et que monsieur Richardson est allé au pub George IV, monsieur Ryan a ajouté qu'il avait demandé à James Richardson s'il voulait qu'il garde sa montre et sa chaîne, car James était assez ivre. Cependant, monsieur Ryan a dit que ce dernier avait refusé l'offre. Un autre témoin, monsieur John Moon, le gérant du prêteur sur gage, a témoigné que le 19 août, il avait reçu un objet en gage de la part de l'accusé pour une chaîne en or. Il a ajouté qu'elle lui avait dit que son nom était Mary Mochin. À la fin d'un procès sensationnel, le jury a déclaré la prévenue non coupable de meurtre, mais l'a reconnue coupable de vol au préjudice de monsieur James Richardson. Lors de la condamnation de madame Mary Fitzpatrick, le juge Hawkins a livré une évaluation sévère et grave de ses actes. Il a qualifié son acte de vol audacieux et téméraire qui avait causé une grande détresse et du tort à la victime. Il a ajouté que, bien que le degré exact de violence impliquée reste incertain, il était parfaitement clair qu'elle s'était illégalement emparée de la montre, de la chaîne de sûreté et de la chaîne. Le juge Hawkins a ensuite mis en avant un schéma préoccupant dans le passé de Mary en soulignant ses précédentes condamnations pour crime. Cela dressait le portrait d'une femme qui s'était à plusieurs reprises livrée à des activités illégales et avait démontré une propension à un comportement criminel. Son casier judiciaire ne se composait pas d'incidents isolés, mais constituait plutôt un témoignage inquiétant d'un mode de vie étroitement lié à des activités criminelles courantes. Soulignant la gravité des vols sur la voie publique, le juge Hawkins a insisté sur la nécessité de traiter de telles infractions avec fermeté. Il a reconnu que ces crimes représentaient une menace importante pour la sécurité publique et le bien-être de la communauté. Par conséquent, il a conclu qu'une peine plus lourde était justifiée, reflétant la gravité de ces actes et la nécessité de dissuader de commettre des infractions similaires à l'avenir. Par conséquent, Mary a été condamnée à 6 ans de prison. Alors que les gardiens l'emmenaient, elle cria vers la galerie en pleurant « Père !» et en se lamentant « Oh mon Dieu, je n'ai jamais volé la montre et la chaîne. » Pendant son incarcération, Mary correspondait avec sa famille et parvint de nouveau à recevoir des nouvelles de son mari dont elle était séparée. Elle écrivit de nombreuses lettres dans lesquelles elle affirmait sans cesse son innocence.
Après avoir purgé 3 ans de prison, elle devint éligible à une libération conditionnelle et fut donc transférée en 1886 au refuge de l'East End. Un an plus tard, elle retrouva sa liberté. À ce moment-là, ses parents avaient déjà quitté Leeds et étaient partis vivre en Amérique. Ainsi, avec l'aide d'une organisation caritative, elle réussit à obtenir un passage à travers l'océan Atlantique, où elle retrouva à nouveau ses parents. Elle retrouva également son mari et ses enfants. Malheureusement, on sait peu de choses sur sa vie par la suite. Personne d'autre n'a jamais été inculpé en lien avec le meurtre de James Richardson. Pour le troisième affaire, nous allons en Australie. Henry Louis Bertrand est né le 26 septembre 1840. Ses parents étaient Henry et Marion Lipschitz, un couple juif qui était venu en Angleterre depuis la Belgique. À leur arrivée, ils ont décidé de changer leur nom en Bertrand, car il était considéré comme beaucoup plus facile à prononcer. Ils se sont installés à Mayfair, un quartier très exclusif, principalement occupé par les résidents les plus aristocratiques de la ville, mais qui était désormais rejoint par ceux ayant fait fortune dans les affaires et le commerce, plutôt que par héritage ou titre familial. Au début, la vie était bonne pour eux à Londres, mais malheureusement, en 1844, Henri Bertrand père est décédé à l'âge de seulement 31 ans. 7 ans plus tard, toujours tourmentée par le chagrin après la perte de son mari, Marion décida d'emmener sa famille vivre en Australie. Cependant, elle pensait qu'il serait préférable que son fils unique, Henri, reste pour terminer sa scolarité, avant de poursuivre la tradition familiale et d'étudier pour devenir dentiste. Au cours des années suivantes, il étudia à Londres, Bruxelles et Paris. Pour ceux qui voulaient voyager en Australie au milieu du 19e siècle, le voyage était long et pouvait durer jusqu'à 4 mois. Certains clippers pouvaient faire ce trajet plus vite par mer calme, mais on pouvait aussi voyager en paquebot à vapeur. Cependant, en raison de la distance depuis l'Angleterre, ces navires ne pouvaient pas parcourir tout le trajet ainsi. Le capitaine devait plutôt combiner la vapeur et le vent pour emmener les passagers en Australie. L'Australie était devenue une destination populaire et accueillait des colons libres sur ses côtes. De l'or avait été découvert en 1851 et, en même temps, l'économie s'était considérablement améliorée. Cela avait entraîné une migration encore plus importante vers l'Australie, la majorité des nouveaux arrivants venant d'Europe du Nord. Marion s'est installée à Melbourne et a rapidement rencontré un homme nommé Louis Esquil. Étrangement, lui aussi était dentiste. Et l'année suivante, en 1852, ils se sont mariés. Peu de temps après le mariage, ils ont déménagé à Sydney. Au cours des années suivantes, elle a réussi à trouver des maris pour ses 3 filles, Alice, Marion et Joséphine, qui ont toutes fait de beaux mariages. En 1860, Henry, âgé de 19 ans, décida de rejoindre sa famille en Australie. Il pensait que cela serait bénéfique pour lui. Comme son beau-père voulait quelqu'un pour l'aider dans son cabinet dentaire, Henry arriva à Sydney et commença à travailler comme dentiste. Il se fit rapidement un nom. Il racontait aux gens qu'il avait été le dentiste de l'empereur Napoléon lui-même. Il alla même jusqu'à faire de la publicité à ce sujet dans le journal The Sydney Morning Herald. Il travailla très dur et, après seulement 18 mois, il finit par reprendre l'entreprise. En fait, la clientèle et la popularité d'Henry augmentèrent à tel point qu'il déménagea à Wynyard Square, un emplacement bien meilleur que celui où il exerçait auparavant à Hunter Street, et un endroit où il pourrait attirer des patients plus aisés ayant besoin de services dentaires. C'est à cette époque qu'il fit la connaissance de mademoiselle Jane Palmer, une jeune femme très agréable qui avait la réputation d'être une personne au caractère irréprochable et à la disposition bienveillante. Peu de temps après, ils se sont mariés et ont ensuite eu 2 enfants ensemble. Le cabinet dentaire a continué de bien fonctionner et Henry a pu offrir une vie très confortable à sa famille. L'une des patientes qui fréquentait son cabinet était une dame nommée Mademoiselle Maria Ellen Kinder, mais qui était toujours appelée par son deuxième prénom, Hélène. Elle venait de Nouvelle-Zélande, son père tenait un pub local à Auckland où elle avait rencontré son mari, Monsieur Henry Kinder. Ils se sont mariés en 1860 et au cours des années suivantes, Hélène a donné naissance à 2 enfants. Ils ont ensuite déménagé en Australie. Henry soignait Madame Kinder dans son cabinet, et bien qu'ils soient tous 2 mariés, ils semblaient très bien s'entendre. Au cours des semaines suivantes, ils ont commencé à se voir beaucoup plus souvent. Finalement, ils ont commencé une liaison sans aucun égard pour leurs conjoints ou leurs enfants. Hélène n'était pas étrangère à l'infidélité. Des rumeurs affirmaient qu'en Nouvelle-Zélande, elle aurait eu une liaison avec Francis Jackson, un éleveur de moutons. Certains disaient même que c'est après avoir découvert l'infidélité de sa femme que M. Kinder s'est mis à boire.
Au moment de leur arrivée à Sydney, le mari de Madame Kinder, également nommé Henry, était devenu alcoolique. Il travaillait comme caissier à la Citibank, mais traversait une situation financière très difficile. Le couple vivait avec ses 2 enfants dans un cottage loué dans le quartier de Saint-Léonard, en ville. Pour une raison quelconque, Henri Bertrand s'est lié d'amitié avec M. Kinder et les familles sont devenues proches. Ils se voyaient souvent, ce qui aidait à cacher la relation entre Henry et Hélène. Mais Henry est devenu obsédé par Hélène, au point où il n'était plus disposé à la partager avec son mari. Il avait prévu de divorcer de sa femme afin qu'ils puissent être ensemble. Cependant, Hélène ne pourrait pas divorcer de son mari, et il était très peu probable que M. Kinder divorce d'elle. Cela n'a fait qu'ajouter à sa frustration, et il a commencé à agir de manière assez étrange. Il a même forcé une fois son assistant dentaire à le faire traverser le port à la rame après minuit pour espionner Hélène. Avec le temps, l'obsession de M. Bertrand ne fit que s'intensifier et son comportement erratique augmenta également. À tel point que son assistant dentaire commença à craindre pour sa propre sécurité, surtout après que M. Bertrand l'eut forcé à se déguiser en femme et à l'accompagner pour acheter un pistolet. Après cela, l'assistant s'assura d'être secrètement armé en permanence. Une fois qu'il eut le pistolet, Henri acheta une tête de mouton afin de s'entraîner au tir. Les choses prirent une tournure mystérieuse lorsque l'ancien amant de Madame Kinder, un gentleman nommé Monsieur Francis Jackson, voyagea d'Auckland à Sydney. Bien qu'assez choqué d'apprendre l'arrivée du gentleman, Monsieur Henri Bertrand considéra que cela pouvait jouer en sa faveur. Il pensa que si Monsieur Kinder apprenait que Monsieur Jackson envisageait de renouer la relation avec sa femme, il deviendrait tellement jaloux qu'il le tuerait. Il serait alors pendu pour meurtre. Et ainsi, l'ancien amant et le mari d'Hélène seraient désormais morts. Donc lui et Hélène seraient libres de vivre ensemble. Cependant, cela ne se produisit pas, et finalement Henry donna de l'argent à M. Jackson et lui demanda de retourner à Auckland. M. Jackson accepta, mais il n'alla en réalité jamais en Nouvelle-Zélande. Il a plutôt parcouru 100 milles le long de la côte et séjourné à Maitland. À ce moment-là, M. Henri Bertrand devenait de plus en plus désespéré. Il désirait tellement être avec Hélène, mais elle était mariée, et il allait être difficile pour lui de pouvoir être avec elle. Alors, il a élaboré un plan troublant pour tuer M. Kinder et faire croire que la cause de sa mort était un suicide. Le 2 octobre 1865, alors qu'il se trouvait au cottage des Kinder, M. Bertrand a trouvé le courage de tirer un seul coup de feu sur la tête de M. Kinder. Sa femme Jane et sa maîtresse Hélène étaient toutes deux présentes. À la surprise de M. Bertrand, le coup de feu n'a pas tué M. Kinder et a seulement blessé le pauvre homme. Pour dissimuler son crime, M. Bertrand a pansé la blessure et appelé un médecin. Un médecin et un officier de police sont arrivés à la maison pour enquêter sur l'incident. Et Henri a utilisé sa personnalité convaincante pour les persuader que les problèmes financiers et d'alcool de M. Kinder l'avaient affecté. Et qu'en conséquence, il avait tenté de se suicider. Les autorités connaissaient d'autres cas similaires et pensaient que cela s'était probablement produit. Et, bien sûr, l'épouse du gentleman se trouvait dans la maison, ainsi que monsieur et madame Henri Bertrand, monsieur Bertrand étant un dentiste de Sydney jouissant d'une réputation distinguée. Ils ont conclu qu'il s'agissait d'une tentative de suicide. Henri, cependant, n'était pas plus près de pouvoir vivre avec Hélène. Sa tentative de tuer monsieur Kinder avait échoué, mais il élabora alors un autre plan. Il en conclut qu'Hélène et lui devraient empoisonner Henri Kinder. Monsieur Bertrand mélangea de la belladone, une plante herbacée vivace toxique bien connue, avec d'autres poisons et l'ajouta à un verre de lait. Il persuada Hélène de l'administrer pendant que son mari se remettait de sa blessure par balle. Cette fois, le plan réussit et le 6 octobre 1865, monsieur Henri Kinder mourut. Le coroner examina sa mort et, après avoir pris en compte les preuves limitées et les tentatives de suicide précédemment évoquées, conclut qu'il n'y avait rien de suspect. Il écrivit sur le certificat de décès que la cause de la mort de M. Kinder était le suicide. Immédiatement après sa mort, Hélène et ses enfants emménagèrent chez les Bertrand, mais cette situation ne dura pas longtemps, car ses parents la persuadèrent de venir vivre avec eux. À Bathurst, la ville de Nouvelle-Galles du Sud, où l'or a été découvert au début des années 1850, ce qui a déclenché la ruée vers l'or. La mère d'Hélène était très préoccupée par le fait que sa fille devait sauver sa réputation. Juste au moment où il semblait que Henry s'en était tiré pour ce crime des plus horribles, il a reçu une lettre de monsieur Francis Jackson, le gentleman qui avait entretenu une relation inappropriée avec Hélène des années plus tôt en Nouvelle-Zélande.
Il n'était pas retourné à Auckland et avait lu dans les journaux la mort de M. Henry Kinder. Dans la lettre, M. Jackson laissait entendre qu'il savait que Henry avait orchestré le meurtre. Et, en conséquence, il exigerait un paiement de 20 livres en échange. Henry a très mal pris ce chantage pour son silence. Il a préféré apporter la lettre directement à la police. Il a déclaré qu'un gentleman essayait non seulement de le faire chanter, mais aussi de détruire sa réputation. La lettre était la seule preuve dont la police avait besoin pour arrêter M. Jackson. Et lors de son procès ultérieur, il a été condamné à 12 mois de travaux forcés. L'affaire avait attiré l'attention de la presse et suscité un vif intérêt du public. Des incohérences évidentes ont conduit, après l'arrestation de M. Francis Jackson, à des pressions sur la police pour enquêter plus en détail sur la mort de M. Kinder. Ils ont découvert que M. Henry Bertrand avait tenu un journal secret qui contenait des détails concernant la mort de M. Kinder. De plus, il a été découvert qu'Henry s'était vanté auprès de sa sœur, Mme Harriet Kerr, d'avoir commis un meurtre sans être inquiété. L'assistant dentaire de M. Bertrand a également fourni une série de preuves aux autorités. Après avoir découvert tout cela, la police a été amenée à exhumer le corps et à procéder à une autopsie. Au cours de cette procédure, les médecins légistes ont trouvé du poison dans l'estomac de M. Kinder. Cela a alors conduit M. Henry et Mme Jane Bertrand à être inculpés de meurtre, et Mme Maria Helen Kinder à être inculpée de complicité de meurtre. Lorsque les accusations officielles ont été portées, l'affaire s'était déjà répandue au-delà de Sydney et faisait la une dans toute l'Australie. M. Bertrand était surnommé le dentiste fou de Wynyard Square. Le procès a commencé le 14 février 1866 au tribunal criminel central de Sydney. L'affaire contre les deux femmes a été abandonnée faute de preuves sur leur implication dans la mort de M. Kinder. Cela a suscité une forte attention publique et une tollée nationale. Il y avait de nombreuses preuves contre l'accusé, dont la plupart indiquaient que son mobile pour ce crime horrible était la forte passion qu'il éprouvait pour Madame Kinder. De nombreuses citations de son journal intime ont été utilisées au procès pour prouver sa culpabilité ainsi que son comportement excentrique. Et il a été déclaré qu'il s'était à de nombreuses reprises vanté de ses succès auprès des femmes, de ses aventures romantiques à Bruxelles et du fait qu'il avait combattu en duel à Paris. Après la mort de son mari, Madame Kinder était allée vivre chez ses parents à Bathurst et, pendant cette période, elle avait échangé de nombreuses lettres avec M. Bertrand. Cela confirmait sans aucun doute que le couple entretenait une relation inappropriée. Et, avec le journal intime de l'accusé, les preuves semblaient être assez accablantes. Les journaux ont rapporté le contenu des lettres et le public australien s'est beaucoup amusé à les lire. Lors du procès, le comportement de Henry envers sa femme a aussi été souligné, indiquant qu'il ne se comportait pas en gentleman avec elle. Cela comprenait un passé de violence envers elle. Certains rapports ont suggéré que ce traitement cruel envers sa femme a choqué le public, presque autant, voire plus, que la manière dont M. Kinder était mort. Lorsque le procès s'est terminé, M. Henry-Louis Bertrand a été reconnu coupable du meurtre de M. Henry Kinder. Et le 23 février 1866, il a été condamné à mort. L'exécution était prévue pour le mois suivant. Heureusement pour Henry, un avocat nommé Julian Salamond a réussi à faire commuer la peine en prison à vie. Avec son mari désormais incarcéré, Madame Jane Bertrand, ce qui est compréhensible, a été submergée par l'attention du public et, par conséquent, a emmené ses enfants et a déménagé en Nouvelle-Zélande. Elle s'est installée à Auckland car sa famille y vivait. Quant à Hélène, elle n'a pas perdu de temps pour commencer une nouvelle vie et en 1867, elle a épousé un homme nommé Humphrey Minchin. Carden Henry a passé du temps dans différentes prisons, notamment à Darlinghurst et à l'asile d'aliénés de Parramatta. Pendant son séjour derrière les barreaux, il a développé de façon inattendue un talent artistique et a même joué de l'orgue lors des offices à la chapelle. Après 29 ans de prison, il est devenu le détenu ayant purgé la plus longue peine en Nouvelle-Galles du Sud. On pense qu'il s'est bien comporté pendant son incarcération, des rapports indiquant qu'il n'a enfreint qu'une seule règle durant sa peine. Le 17 juin 1894, le système judiciaire déclara que M. Henry Bertrand ne représentait plus une menace pour la société. Et par conséquent, à 53 ans, il était un homme libre. Pour sa première nuit libre, il séjourna à l'hôtel Métropole, puis fut expulsé sur le premier navire pour l'Angleterre. Après sa libération, il ne se réconcilia pas avec sa famille, et il resta très discret pour le reste de sa vie. Bien qu'il soit allé en prison en tant qu'homme populaire et à la mode,
Il en ressortit l'exact opposé et, ce qui est compréhensible, avec une réputation complètement ruinée. Il s'installa à Londres, où il exerça comme chirurgien et dentiste sous le nom de Monsieur Edward Henry Burton. En 1902, Henry et sa gouvernante nommée Caroline Ladd ont déménagé à Portsmouth. Caroline s'était plainte, car elle croyait avoir été empoisonnée. La même année, Caroline est décédée. Malgré cela, une enquête avait conclu qu'elle était morte de cause naturelle. Il y avait des spéculations selon lesquelles cela était incorrect, et qu'Henry avait peut-être récidivé. Mais si tel était le cas, aucune preuve de acte criminel n'a jamais été trouvée. Était-ce vrai ou Henry a-t-il récidivé? La réponse à cette question ne sera probablement jamais connue. Le 11 septembre 1924, Monsieur Henri Bertrand est décédé. Il avait 63 ans. Pour le quatrième cas, nous retournons aux États-Unis. Fanny Lillian Madison est née le 27 juin 1863. Elle était l'aînée de 8 enfants, née de Monsieur Charles et de Madame Lucy Madison, un couple travailleur qui possédait une ferme de 100 acres dans le comté de King William, en Virginie. Bien qu'elle s'appelât Fanny, tout le monde l'appelait toujours par son deuxième prénom, Lillian. En tant qu'aînée, on attendait d'elle qu'elle aide sa mère avec ses frères et sœurs plus jeunes. Même si elle aidait de son mieux, Lillian semblait toujours avoir une relation un peu conflictuelle avec ses parents. Son père avait combattu dans l'armée confédérée pendant la guerre de sécession et était assez strict avec ses enfants. Ce n'était pas un homme riche, et il ne semblait pas partager l'opinion de sa fille sur l'importance de l'éducation. La Constitution de Virginie de 1869 avait instauré un système d'écoles publiques gratuites à l'échelle de l'État, mais la fréquentation n'était pas obligatoire et il n'existait pas de programme scolaire standardisé. Les écoles des grandes villes ne semblaient pas fonctionner de la même manière que celles des zones plus rurales. La mère de Lillian avait une tante nommée Madame Jane Tunstall qui vivait à Little Plymouth. Il a été décidé que Lillian resterait chez elle et irait à l'école publique. Tout le monde savait déjà qu'elle était une enfant intelligente, et ses réussites à l'école locale n'avaient fait que le confirmer. Madame Tunstall était une femme solitaire. Elle était veuve, car son mari, Samuel, était décédé en 1876. Elle aimait avoir la compagnie de sa petite nièce. Et après que Lillian eut étudié quelque temps dans une école publique, Madame Tunstall pensa qu'il serait très bénéfique de lui payer des études à l'Académie de Burlington. Ici, Lillian s'est à nouveau révélée être une élève exceptionnelle. Donc, l'année suivante, Madame Tunstall dit à la mère de Lillian, Madame Lucy Madison, qu'elle aimerait payer pour que Lillian poursuive ses études à l'Académie. Cependant, le mari de Madame Madison, Monsieur Charles Madison, déclara qu'il ne pensait pas que cela soit nécessaire. Il pensait que Lillian devait rentrer à la maison pour s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes et aider à la ferme. Lillian est rentrée, mais sa relation avec ses parents s'est encore plus détériorée. Les choses se sont aggravées lorsque son père lui a interdit d'écrire à sa grande-tante, Madame Jane Tunstall. Juste après son 21e anniversaire, Lillian a quitté la maison de ses parents et est allée vivre chez son oncle, un gentleman nommé Monsieur John Walker, qui résidait dans le comté de Bath, en Virginie. Par la suite, elle a accepté un poste de gouvernante chez Madame Dixon. Cependant, cela n'a fait qu'accentuer les tensions entre elle, ses parents et sa famille élargie. À tel point que son père écrivit à son beau-frère, Monsieur John Walker, pour exprimer son mécontentement du fait qu'il avait offert un logement à Lillian, car il estimait que lui et sa femme savaient ce qui était le mieux pour leur fille. Lillian continua à travailler, elle aimait socialiser et était toujours consciente de ses responsabilités. Après tout, elle était gouvernante et était considérée comme une jeune femme respectable. Mais Fanny Lillian Madison cachait un sombre secret. Tôt, le samedi 14 mars 1885, un gentleman nommé Monsieur Lysander, Rose, qui était employé comme gardien au Marshall Reservoir à Richmond, vaquait à ses tâches habituelles. Lorsqu'il aperçut un lacet cassé et un gant rouge de femme, il regarda autour de lui et se demanda s'il trouverait autre chose. Il scruta le réservoir et aperçut quelque chose flottant sur l'eau. Cela ressemblait à une robe de femme. Il appela à l'aide et, avec quelques ouvriers, la sortit de l'eau. Ce n'était pas qu'une robe, mais le corps d'une jeune femme visiblement enceinte de plusieurs mois. Ils remarquèrent qu'il y avait des ecchymoses sur son visage et contactèrent les autorités. Le médecin légiste examina le corps. Il détermina rapidement que la jeune femme s'était noyée. Il remarqua qu'elle ne portait pas d'alliance et, bien qu'il y ait eu une petite déchirure à la manche de sa robe, il n'y avait pas de véritable signe de lutte.
Il pensa qu'elle devait être une jeune femme non mariée, qui allait se couvrir de honte, ainsi que sa famille, en donnant naissance à un enfant hors mariage. Alors elle avait préféré mettre fin à ses jours. Il conclut que la cause du décès était le suicide, mais qui était la jeune femme retrouvée dans le réservoir? La police décida d'exposer le corps. Ils pensaient que quelqu'un pourrait identifier le cadavre. Ils l'ont allongé dans la chapelle de l'hospice. Et la nouvelle s'est vite répandue à Richmond qu'une jeune femme s'était noyée dans le réservoir. Beaucoup de gens à la fin du 19e siècle avaient une fascination morbide pour la mort. Certains recherchaient même le macabre comme moyen de divertissement. Ainsi, des milliers de personnes ont afflué à la chapelle. Certains inquiets pour un proche disparu, d'autres juste pour voir le cadavre. Le corps a été identifié comme étant celui de 2 jeunes femmes différentes. La police a enquêté sur leur dernier déplacement, mais peu de temps après, les 2 sont réapparus. Bien que légèrement embarrassées, aucune des 2 jeunes femmes n'avait été en détresse. Ce n'est que 3 jours plus tard, le 17 mars, qu'une femme s'est présentée et a identifié la pauvre jeune fille décédée reposant dans la chapelle, comme étant sa cousine, mademoiselle Fanny Lillian Madison. La police a enquêté sur son passé et découvert qu'elle s'entendait mal avec ses parents et travaillait comme gouvernante. Ils ont aussi découvert que, quelques jours avant la découverte de son corps dans le réservoir, elle avait réservé une chambre à l'hôtel américain à Richmond. Elle s'était inscrite sous le nom de Mademoiselle Fanny Merton. La police pensait que les circonstances entourant la mort de la jeune Fanny Lillian Madison étaient assez mystérieuses. Et plus ils enquêtaient, plus ils commençaient à croire qu'il lui était arrivé quelque chose de plus sinistre. Alors que l'enquête de police se poursuivait, le médecin légiste a ensuite changé la cause du décès, passant du suicide au meurtre. Les journaux avaient rapporté l'histoire de la jeune femme retirée du réservoir et comment elle avait été placée dans la chapelle dans l'espoir que quelqu'un puisse l'identifier. Mais ils étaient loin de se douter du scandale qui allait suivre lorsque la police arrêta un jeune homme nommé Thomas Judson Claverius, qui était en fait le cousin de Fanny Lily Madison. Thomas avait 2 ans de plus que Lillian. Étant né le 10 août 1861, son éducation n'était pas très différente de la sienne. Lui aussi avait grandi dans une ferme, mais il était l'un des 3 garçons, bien que l'un de ses frères soit mort en bas âge. Ses parents, cependant, avaient compris l'importance de l'éducation. Et lorsque Thomas était encore très jeune, lui et son frère aîné, nommé William, furent instruits par la sœur de sa mère, une dame appelée Madame Martha Walker. Plus tard, cependant, la grande-tante de Thomas, Madame Jane Tunstall, proposa de payer pour que Thomas et William aillent à l'école, et, bien sûr, les parents de Thomas acceptèrent son offre des plus généreuses. Thomas fut finalement envoyé dans un internat appelé l'Académie d'Aberdeen avant de poursuivre des études de droit à l'université de Richmond, dont il sortit diplômé en 1882. Lorsqu'il eut terminé ses études, il retourna à Little Plymouth et ouvrit son propre cabinet d'avocat. Il aidait également à l'école du dimanche de l'église baptiste. Il était gentil et attentionné, et les gens le considéraient comme un membre respectable de la communauté locale. Cependant, la police semblait rassembler pas mal de preuves contre le jeune Thomas Claverius. Ils ont découvert qu'il avait séjourné chez son oncle, Monsieur Thomas Walker, à plusieurs reprises pendant les mois de juillet et août 1884. À la même époque, sa cousine, Mademoiselle Fanny Lillian Madison, y vivait aussi, et des témoins ont affirmé qu'ils semblaient beaucoup s'apprécier. Cela était surprenant, car non seulement ils étaient cousins, mais Monsieur Thomas Claverius était également fiancé à une jeune femme nommée Mademoiselle Nolibré. La police avait également découvert que le 5 janvier 1885, le couple avait pris des chambres séparées dans un hôtel local à Richmond. La femme de chambre se souvenait de Mademoiselle Lillian Madison, car, en rangeant sa chambre, elle avait constaté que le lit était impeccablement fait et inutilisé. Des témoins s'étaient également manifestés et avaient déclaré à la police qu'ils avaient vu Monsieur Thomas Claverius en compagnie de Mademoiselle Fanny Lillian Madison ensemble le vendredi 13 mars. L'un d'eux s'appelait Dr Thomas. Stratton leur a dit que, bien qu'ils ne connaissent pas les personnes en question, un gentleman correspondant à la description de Monsieur Claverius lui avait demandé s'il pouvait leur indiquer la direction du réservoir. Le docteur Stratton a ajouté qu'il n'avait pas vraiment vu la jeune femme, mais il se souvenait qu'elle était assez petite et enceinte de plusieurs mois. Fanny Lillian Madison mesurait 1,50 m. D'autres témoins ont affirmé avoir vu le couple aux alentours de Richmond le 13 mars. Des vêtements ont été retrouvés près du réservoir, qui ont ensuite été identifiés comme appartenant à la défunte. Un châle rouge, un chapeau et un sac ont tous été remis aux autorités. La police a découvert que lorsque Mademoiselle Madison était revenue à Richmond, elle s'était enregistrée à l'hôtel American sous le nom de Fanny Merton. Le veilleur de nuit,
Monsieur William Tyler a rapporté cela à la police. Monsieur Claverius était venu à l'hôtel très tard le 13 mars et avait demandé à voir une dame qui séjournait dans la chambre 19, mais on lui a dit que l'occupante était sortie. Monsieur Claverius lui a alors écrit un mot et a demandé qu'il soit remis à son retour. Comme l'occupante n'est jamais revenue, le mot a été déchiré et jeté. Mais une fois qu'on a su que la mystérieuse mademoiselle Fanny Merton était la jeune femme retrouvée morte dans le réservoir, le personnel a recollé les papiers déchirés afin de découvrir ce que le jeune homme avait écrit. Le mot disait « Je serai là dès que possible. Alors attends-moi ». La police pensait que M. Claverius avait fait cela afin d'essayer de se constituer un alibi. Une clé de montre a aussi été trouvée près d'un trou dans la clôture entre le cimetière et le réservoir. Les enquêteurs ont appris que M. Claverius avait récemment fait remplacer une clé de montre chez un bijoutier, clé qu'il gardait toujours attachée à sa chaîne. La police a supposé que la clé de montre avait dû tomber soit lors d'une lutte avec Mademoiselle Madison, soit en passant par le trou dans la clôture. Ils étaient sûrs que M. Claverius connaissait le chemin du cimetière au réservoir, souvent utilisé par les étudiants du Richmond College. Il y avait d'autres témoins qui affirmaient avoir vu le couple ensemble le 13 mars. La police avait écarté la théorie initiale selon laquelle la jeune femme s'était suicidée. Car, bien qu'à la fin du 19e siècle, les mères célibataires étaient généralement considérées comme étant de moralité douteuse et étaient souvent rejetées et ostracisées par la société. Liliane n'avait fait ses adieux à personne. Et même si cela aurait été difficile pour elle, cela l'aurait aussi été pour M. Thomas Claverius. Si l'on apprenait qu'il était le père de l'enfant de sa cousine non mariée. La police pensait qu'en sachant quel effet terrible cela aurait eu sur sa réputation, il avait assassiné sa cousine, mademoiselle Fanny Lillian Madison. Après son arrestation, M. Thomas Claverius a été inculpé de meurtre. Le procès a commencé le 13 mai 1885 et s'est tenu à la cour Hustings de Richmond. Les journaux rapportaient à l'affaire depuis que le corps avait été retiré du réservoir. Et il semblait que les braves gens de Richmond étaient partagés quant à savoir si un jeune homme aussi courtois et poli pouvait être coupable d'un crime aussi terrible. Après tout, personne ne l'avait vu lui faire du mal, et elle n'était pas mariée et enceinte de 8 mois, alors peut-être avait-elle décidé de mettre fin à ses jours. Les partisans de Thomas étaient également prompts à souligner que toutes les preuves contre lui étaient purement circonstancielles. La sélection du jury fut difficile, car tout le monde avait lu au sujet de la mort de mademoiselle Madison, et la plupart avaient déjà décidé si M. Claverius l'avait assassiné. Seuls 6 jurés furent retrouvés à Richmond. Les 6 autres furent appelés de la ville d'Alexandria, à environ 160 km de là. L'accusation déclara devant le tribunal que mademoiselle Fanny Lillian Madison avait été assassinée par l'accusé. Elle pensait qu'il avait marché avec elle jusqu'au réservoir. Il y avait eu une lutte. Il l'avait frappée sur le côté de la tête et l'avait jetée à l'eau où elle s'était noyée, soit parce qu'elle était inconsciente, soit parce que son état de grossesse avancé l'empêchait de se sauver. Ils ont évoqué la théorie selon laquelle elle aurait voyagé du comté de Bath à Richmond et se serait enregistrée dans un hôtel sous un faux nom. Qu'elle soit allée jusqu'au réservoir Marshall très tard dans la nuit pour se suicider en sautant dans l'eau ne semblait pas probable. De nombreux témoins ont été appelés pour étayer le dossier de l'accusation. L'un d'eux était le docteur Thomas, qui avait parlé à un jeune homme qu'il pensait être Monsieur Claverius marchant avec une jeune femme enceinte vers un réservoir le 13 mars. Un autre témoin était Monsieur William Tyler, le veilleur de nuit de l'hôtel. Mary Curtis a aussi témoigné, déclarant au tribunal qu'elle était prostituée et que l'accusé lui avait rendu visite à plusieurs reprises. Elle a dit qu'il le faisait depuis l'époque où il étudiait au Richmond College. Mademoiselle Curtis a poursuivi en disant que le 13 mars, elle a vu Monsieur Thomas Claverius dans une pièce à l'arrière d'un magasin de cigares de Richmond. Elle n'a pas pu identifier la jeune femme qui l'accompagnait car elle portait un voile. Elle a cependant pu confirmer que la dame portait un châle rouge. Ceci était significatif car d'autres témoins avaient également déclaré qu'ils avaient eux aussi vu l'accusé. Le 13 mars, une jeune femme enceinte portant un châle rouge avait été vue et un châle rouge avait été retrouvé près du réservoir après la découverte du corps de mademoiselle Madison. Après avoir identifié la défunte comme mademoiselle Madison, la police a fait venir sa malle depuis chez son oncle dans le comté de Bath. L'un des objets trouvés à l'intérieur était un poème qui, selon l'accusation, avait été écrit par Monsieur Thomas Claverius. Le poème était apparemment si obscène que les journaux ont refusé de le publier, malgré le fait que des experts en écriture aient confirmé qu'il avait été rédigé par l'accusé. Thomas a nié l'avoir écrit, affirmant qu'il ne l'avait jamais vu ni n'en avait entendu parler avant le début du procès. La clé de montre a été présentée.
Un bijoutier a déclaré au tribunal avoir réparé l'année précédente une clé de montre pour l'accusé, pensant qu'elle était celle retrouvée près du réservoir. D'autres témoins, y compris des amis et des collègues, ont également témoigné que la clé de montre était identique à celle qui avait appartenu à Thomas Claverius. La famille de Thomas avait engagé des avocats de la défense très recommandés. Ils ont remis en question l'état d'esprit de mademoiselle Madison au moment de sa mort. Madame Jane Tunstall a déclaré devant le tribunal que sa petite nièce lui avait écrit à de nombreuses reprises. Les lettres ont été présentées au jury, mais aucune n'avait vraiment d'importance. Mais lorsque la défense a demandé à Madame Tunstall si mademoiselle Madison lui avait déjà écrit en laissant entendre qu'elle pourrait mettre fin à ses jours, Madame Tunstall a répondu que oui. Madame Tunstall a également déclaré devant le tribunal que la clé de montre trouvée près du réservoir n'appartenait pas à son neveu, et elle a présenté une clé de montre qu'elle-même avait donnée à Thomas. Des mois avant la mort de mademoiselle Madison, William Claverius avait aussi été interrogé sur la clé de montre et avait affirmé que celle trouvée n'appartenait pas à son frère. Il a également déclaré devant le tribunal que le jour du meurtre, Thomas s'occupait des affaires familiales à Richmond. Certains témoins avaient affirmé que la personne qu'ils avaient vue avec la petite dame, en état de grossesse avancée, portait une moustache. Mais les témoins qui ont pu identifier formellement Thomas ce jour-là ont tous déclaré qu'il était rasé de près. Un employé de l'hôtel a déclaré au tribunal qu'il avait vu mademoiselle Madison avec deux messieurs, l'un nettement plus âgé et l'autre d'environ son âge. Mais il n'a pas pu dire avec certitude si le plus jeune des messieurs était l'accusé. La police, cependant, n'a jamais pu identifier le monsieur plus âgé. D'autres témoins ont témoigné de la bonne moralité de l'accusé et de sa vie irréprochable jusque-là. L'un d'eux a dit « Je le considère, messieurs du jury, comme l'un des jeunes hommes les plus droits, honnêtes et chrétiens que je connaisse. » La défense n'a pas attaqué la réputation de la défunte, mais a évoqué ses relations avec d'autres hommes, l'un pouvant être le père de son enfant. Ils ont également parlé de la relation conflictuelle avec son père et de la façon dont il l'avait déjà battue. Des amis de mademoiselle Madison ont raconté qu'elle avait parlé de mettre fin à ses jours. Un conducteur de train se souvenait que mademoiselle Madison lui avait dit en montant qu'elle espérait que le train déraille. Mais la défense a insisté sur le fait que ce n'était pas le comportement d'une personne saine d'esprit. Chaque jour, la salle d'audience était bondée et il semblait que tous les spectateurs avaient déjà décidé que M. Thomas Claverius était coupable. Thomas n'a pas pu témoigner pour sa propre défense, car à l'époque, l'État de Virginie n'autorisait pas l'accusé à prendre la parole à la barre. Le procès s'est terminé le 4 juin et le jury s'est retiré pour délibérer. Ils sont revenus seulement 40 minutes plus tard pour déclarer l'accusé, Thomas Judson Claverius, coupable du meurtre de sa cousine, mademoiselle Fanny Lillian Madison, et le juge l'a condamné à mort. Malgré le procès qui a duré 1 mois, il semblait que les habitants de Richmond étaient toujours divisés quant à savoir si Thomas avait réellement commis ce crime terrible. Certains pensaient qu'une autre personne était coupable, d'autres que la jeune femme s'était suicidée. L'affaire a été portée devant la Cour suprême de Virginie, mais le verdict a été maintenu. Suite à cela, une pétition demandant la clémence a été envoyée au gouverneur de l'État. Mais il a refusé de commuer la sentence, bien qu'il ait repoussé les dates d'exécution. Alors qu'il était enfermé dans sa cellule, les proches de Thomas lui ont dit que s'il était coupable, il devait avouer, mais Thomas a continué d'affirmer qu'il était innocent du crime. Lors de son procès, Thomas n'avait pas pu fournir d'alibi crédible, mais à l'approche de sa date d'exécution, il a affirmé qu'il se trouvait en compagnie d'une jeune femme. Lorsqu'on lui a demandé qui elle était, il a répondu que l'honneur l'empêchait de la nommer et de l'exposer au regard du public et à la honte, simplement pour sauver sa propre vie. Le 14 janvier 1887, Thomas Judson Claverius a été pendu. Pendant son séjour en prison, Thomas avait écrit un livre intitulé « Claverius, ma vie, mon procès et ma condamnation ». Le livre parlait de sa vie et abordait ensuite son arrestation et son procès. Dans l'ouvrage, il affirmait toujours sa conviction que sa cousine était morte de sa propre main. Mademoiselle Fanny Lillian Madison a été enterrée au Oakwood Cemetery à Richmond. Son fils à naître, qui avait été retiré lors de l'autopsie, a été placé dans le cercueil à ses côtés. Bonjour à tous, et merci beaucoup de m'avoir écouté, surtout si vous êtes restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous pour le prochain Briefcase.